Chaque année, la ville de Cologne en Allemagne accueille le plus grand rendez-vous gaming européen, la Gamescom. Issu de la Games Convention, créée en 2002, ce salon européen n'a pas cessé de prendre de l'importance pour devenir peu à peu l'un des événements jeux vidéo les plus importants du monde. En effet, la Gamescom 2014 a rassemblé près de 335 000 visiteurs sur 5 jours. Un record, quand on sait que sa concurrente américaine, la grande messe gaming de Los Angeles, n'a réuni que 49 000 visiteurs. D'ailleurs, cette année, la majorité des grosses annonces du monde du jeu vidéo se sont faites lors de la Gamescom. Un an après la sortie des consoles nouvelle génération, le rendez-vous allemand n'est pas à prendre à la légère pour les incontournables géants que sont les constructeurs de consoles. Sony, connu de tous pour la PlayStation, sortie en 1995, a envahi le monde de la next-gen sous les traits de la PlayStation 4. La firme japonaise dévoile ici de nouveaux jeux qui viendront étoffer son catalogue et asseoir le succès de sa nouvelle console de salon. Son concurrent direct, Microsoft, célèbre titan du numérique, est aussi l'heureux créateur de la fameuse Xbox. Leur dernière née est la Xbox One, troisième déclinaison de la marque depuis son lancement en 2001. Pour l'entreprise américaine, la Gamescom est l'occasion rêvée de rattraper son retard sur Sony en présentant au public de nouvelles exclusivités. Microsoft n'a pas lésiné sur les moyens. Nintendo, le pionnier nippon, présente quant à lui les actualités propres à sa Wii U, une console plus axée sur le public familial. Le constructeur Alienware, spécialisé dans les ordinateurs haut de gamme, a décidé lui aussi de rentrer dans le bain en présentant en avant-première son nouveau bébé, un PC de salon sous Windows 8, doté d'une surcouche Steaming Picture, la Alienware Alpha. Pour ces multinationales, la sortie d'une nouvelle console est toujours un enjeu capital et permet aux entreprises de se maintenir sur le marché vidéoludique. L'Europe est donc une cible de choix pour le marché. Par exemple, la PlayStation 4 s'y est vendue à 4 millions d'exemplaires et environ 1,5 million pour la Xbox One. Aux côtés de ces grands constructeurs, on retrouve bien évidemment les développeurs et les éditeurs de jeux vidéo. L'enjeu est également de taille pour eux, car ces conventions qui fédèrent le public sont de hauts lieux culturels qui leur permettent de rencontrer leurs fans. Pour cette édition 2014, les joueurs ont été très gâtés par les studios, entre nouvelles licences et nouveaux épisodes de leur saga préférée. À quelques semaines de sa sortie, la tension est palpable du côté du stand Destiny. Les cosplayers s'agglutinent chez League of Legends, les installations pharaoniques de War Thunder fascinent. Pourtant, Ubisoft s'impose comme la star du salon. Le studio français présente Assassin's Creed Unity et Assassin's Creed Rogue, respectivement 7e et 8e opus des aventures de la confrérie d'assassins. Les joueurs, habitués aux spectaculaires reconstitutions historiques de la licence, semblent tout particulièrement pressés d'arpenter les rues du Paris de la Révolution française. Ils se précipitent aussi sur Far Cry 4, la suite de la célèbre série de FPS, mais les temps d'attente battent surtout les records pour tester le petit nouveau, The Crew, un jeu de course très attendu qui se propose de révolutionner le genre et s'annonce comme le premier MMO automobile. La Gamescom 2014 est encore une belle réussite pour le studio à l'origine de Rayman, de Splinter Cell ou de Prince of Persia. Tous les joueurs présents aujourd'hui savent combien Ubisoft a imposé sa marque dans l'histoire du jeu vidéo. Mais combien sont-ils à savoir qu'Ubisoft a d'abord été le projet fou de 5 jeunes bretons? Et oui, l'empire du studio, aujourd'hui classé 4e développeur indépendant de jeux vidéo dans le monde, est dirigé depuis ses bureaux de Montreuil-sous-Bois, dans notre beau pays de France. Et le cas Ubisoft est loin d'être isolé. L'Europe est un véritable vivier créatif où l'on ne compte plus les productions de jeux vidéo dits AAA. En plus d'Ubisoft, la France est le pays d'Ankama, le studio nordiste, qui s'est fait connaître pour ses MMORPG inspirés de l'univers manga, Dofus et Wakfu. La France compte aussi le studio Gameloft qui a développé les versions iOS et Android de grandes sagas comme Dungeon Hunter ou Tom Clancy et le studio Big Ben spécialisé dans la distribution de jeux vidéo et d'accessoires pour les consoles. Le développeur Quantic Dream a également pris possession de la scène vidéoludique française ces dernières années avec les audacieux Heavy Rain puis Beyond Two Souls, réalisation originale à la limite du film interactif. You know, sometimes adults imagine things too. What's your name? Jody. Welcome back to the land of living, Jody. His name is Aiden, and he's always with me. What did you do to that boy?
Susan, this is going to stop before we end up crazy or dead. Please don't leave me here. You're a monster! You hear me? A monster! Nos voisins allemands se caractérisent par une production destinée à un public plus adulte. Blue Byte Software développe la série médiévale The Settlers depuis ses débuts sur Amiga en 1993, tandis que le géant Crytek s'est imposé sur le marché grâce au graphisme légendaire de la série de FPS Crysis. Right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep. Le studio s'est dernièrement fait remarquer pour Rise, Son of Rome, un impressionnant beat'em all next-gen qui se déroule dans la Rome antique, récemment sorti sur Xbox et PC. N'oublions pas Piranha Bytes, avec la série de RPG fantastique Horizon, Deep Silver, distributeur européen des hordes de zombies de Dead Island, et de l'humour décapant de Saints Row, ou encore InnoGame, développeur iconique de jeux de gestion navigateur gratuits comme Forge of Empire ou Grey Police. Du côté du Royaume-Uni, les jeux de course sont en force. Le studio Playground Games s'est illustré par les productions Forza Horizon 1 et 2, tandis que Criterion Games est connu pour les Need for Speed ou les Burnout. Le plus célèbre studio britannique reste sans doute Rockstar North, la firme écossaise à l'origine de la saga Grand Theft Auto, même si l'univers merveilleux de la série Fable, développé par Lionhead Studio, rassemble aussi de nombreux aficionados. A fable without a hero. A hero without... Yes. L'Angleterre compte enfin les kings du jeu mobile, créateurs de nombreux jeux iOS, Android ou Facebook, dont l'incontournable Candy Crush Saga. Delicious. Une fois n'est pas coutume, des westerns se développent à l'Est. Ce sont les Polonais de Techland avec la série Call of Juarez. There's one thing that a man learns damn quick. You point a gun at Silas Greaves, and someone will die. En Pologne, l'art de la baston virtuelle est presque une institution. Le studio Epic Games développe les séries de FPS Gear of War et Unreal Tournament. Tandis que Metropolis Software est à l'origine de Infernal. Pour terminer, le regard des joueurs du monde entier se braque en ce moment sur CD Projekt Red, le studio à qui l'on doit la série The Witcher, dont la sortie du 3e épisode s'annonce comme l'un des temps forts de 2015 en jeu vidéo. Once we were many. Now we are few. Hunters, killers of the world's filth. Witchers, the ultimate killing machines. Among us, a legend. The one they call Geralt of Rivia, the White Wolf. Notre voyage s'arrête en Scandinavie. La Finlande est représentée par Remedy Entertainment, créateur des aventures angoissantes tirées de l'esprit torturé de Alan Wake, mais aussi par les terribles Angry Birds de Rovio Entertainment. En Norvège, Funcom maîtrise la partie, leur équipe développe entre autres les MMO The Secret World et Lego Minifigure Online. Enfin, la Suède n'est pas seulement le pays de PewDiePie, mais aussi celui du studio Mojang, développeur du célébrissime bac à sable Minecraft. Because this is the most significant sandbox you'll ever set foot in. Build a majestic castle. Invent a new machine. Or take a ride on a roller coaster. Play with friends. Build your own little community. Par la richesse de ses productions et la diversité de ses studios, l'Europe rayonne dans le monde du jeu vidéo.
Le savoir-faire des équipes européennes est tel que les éditeurs japonais, comme Konami et Capcom, n'hésitent plus à leur confier la lourde tâche de donner un nouveau souffle aux grandes sagas nippones que sont Devil May Cry et Castlevania. L'Europe a su en effet se rendre attractive en proposant aux jeunes créateurs des lieux de travail innovants et des aides au développement dans le domaine vidéoludique. Le jeu vidéo européen, dit comme ça, c'est vrai que ça ne va pas parler des masses. Parce qu'on peut parler de jeux vidéo européens, on peut parler d'un marché du jeu vidéo européen, donc il y a un gros marché au milieu mondial. Maintenant, au niveau de la culture, chaque pays européen a sa propre identité. Et c'est quelque chose de très vrai, c'est qu'on va pouvoir réellement retrouver ces différentes identités, ces différentes cultures dans la création de jeux vidéo. On ne connaissait pas vraiment la pleine image au début. C'est une connaissance qui nous en a parlé, qui nous a dit que c'était intéressant en fait, d'avoir un incubateur qui pouvait en fait, nous apporter un accompagnement, notamment sur le métier. On a pas mal de boîtes ici qui travaillent dans le milieu, soit dans le jeu vidéo, soit dans l'animation japonaise. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici on fait du manga, on fait un jeu avec une connotation un peu manga. Et du coup, ça nous a permis de rencontrer des gens issus du réseau qui nous ont présenté d'autres personnes. Il y a une ambiance, il y a une énergie, il y a une atmosphère qui existe ici qui, je pense, peut séduire assez de personnes. Mais c'est également pour les connexions finalement, les rencontres qu'ils peuvent faire entre eux, les différentes manières de travailler, les événements qui ont lieu au quotidien, le fait d'être soutenu, de pouvoir bénéficier d'un système d'incubation, donc avec finalement une personne qui va être référente, qui va pouvoir les aider, que ce soit sur la construction de leur modèle économique ou sur des choses beaucoup plus terre à terre d'entrepreneurs qu'on n'a pas forcément soi quand on vient des milieux créatifs. Ça va aussi permettre finalement de pouvoir accéder à certains fonds. Ça va pouvoir permettre d'avoir une aide pour aller à l'international, pour rencontrer différents acteurs qui sont beaucoup plus importants. Voilà. C'est pour tout un tissu de relations, mais aussi pour tous les services que peut proposer ce genre de cluster. On fait des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, l'Europe fait tout aussi pour essayer d'aider et d'accompagner le développement globalement des industries culturelles et créatives, et particulièrement du jeu vidéo, avec des nouvelles aides qui sont proposées ou autres, et qui vont peut-être permettre davantage de favoriser des coproductions entre différents studios de différents pays européens. Et peut-être qu'à terme, il y aura une identité européenne du jeu vidéo. Le jeu vidéo est un secteur culturel phare dont l'influence ne cesse de grandir. À titre de comparaison, sachez que le chiffre d'affaires de l'industrie du jeu vidéo en France a désormais dépassé celui de l'industrie du cinéma. Le média vidéoludique a investi les musées et tisse des liens de plus en plus forts avec toutes les formes d'art. Les expositions thématiques comme Jeux vidéo l'Expo à la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris ou encore Video Game Story ne cessent d'ailleurs de se multiplier. Il s'agit là d'une reconnaissance culturelle qui place le jeu vidéo comme un média d'importance. En Europe, il y a de nombreux studios, des grands éditeurs, même si aujourd'hui ça s'est très internationalisé, en tout cas chez les éditeurs. Mais il y a aussi une particularité, on va dire, sociologique européenne qui est marquée. On a parlé à un moment de la French Touch, on en reparle encore un petit peu, histoire de rebooster un petit peu les affaires. Mais il y a effectivement une identité européenne du jeu vidéo, que ce soit chez les Anglais, que ce soit chez les Français, mais aussi des petits pays qui commencent à percer, les pays de l'Est entre autres, qui font beaucoup de jeux, de wargames et ce genre de choses-là très intéressantes. Peut-être aussi pour renaître un petit peu des cendres d'une période un petit peu légère qui a eu lieu à la fin des années 80, où effectivement les Américains et les Japonais dominaient. Et les Européens se sont mis vraiment, avec le développement de la micro-informatique, à se lancer dedans. Mais dans des jeux indépendants, je sais qu'il y a énormément de créativité qui se développe. Et en France, comme dans d'autres pays européens, il y a beaucoup de créativité qui apporte une énorme généralité avec de très gros succès. On a quand même beaucoup de choses à apporter, nous, de notre côté. Et on a une reconnaissance même internationale vis-à-vis de nos productions. Beaucoup, en tout cas dans l'industrie, en tout cas en France, attendent peut-être un soutien peut-être un peu plus fort pour essayer de lutter, parce que la concurrence est très rude, lutter contre les autres, mais aussi contre la délocalisation, pour peut-être faire du Made in France, Made in France. Voilà. Mais je pense qu'il y a beaucoup de potentiel et on a la technologie, on a les créatifs, que ce soit un petit graphiste, un petit musicien ou un petit codeur ou des grands d'ailleurs. Mais voilà.
Donc il y a en tout cas beaucoup de métiers émergents et il y a un besoin qui va, à mon avis, de plus en plus se développer au fil du temps. Il existe même aujourd'hui des pratiques spécifiques à l'Europe, comme le rétro gaming, qui consiste à chercher et rassembler des consoles et des jeux édités il y a plusieurs dizaines d'années. Cette pratique nostalgique implique un travail de mémoire et de conservation du patrimoine vidéoludique. Alors l'explication du retour vers le passé, le rétro gaming, la passion du rétro gaming qu'on voit, qui est assez française. En fait, 70% de l'activité rétro gaming dans le monde est en France. Donc, en fait, on a eu des visiteurs étrangers, on a eu des Américains, on a eu des Anglais, on a eu des Allemands. Et j'ai discuté un petit peu avec les Allemands, par exemple, et ils me disaient, ou des Japonais, qui disaient qu'ils étaient incroyablement surpris que ça n'existait pas au Japon, cette exposition. Peut-être parce que ça fait une émotion de retrouver les jeux qu'on aimait bien avant. Peut-être parce que les jeux étaient simples, des jeux à un bouton et tout ça, les gens veulent une certaine simplicité. La qualité graphique est importante pour les gros jeux, les moments, les chefs-d'œuvre, des choses comme ça, mais pour le truc de tous les jours, on n'a pas forcément envie d'avoir un jeu qui nous concentre à fond, on veut juste un passe-temps. Donc suivant les moments dans la journée, on n'a pas forcément envie de la même chose, et le rétro gaming s'inscrit un petit peu là-dedans. Des fois, on a envie de retrouver les jeux du passé simplement. C'est ce qui parle aux gens dans la rue. Tout le monde reconnaît Pikachu, Mario. Je veux dire, c'est dans la culture générale. Donc on voulait mettre ça en avant pour montrer que c'était pour les gens notamment qui ne sont pas forcément des hardcore gamers, que le jeu vidéo, ça leur parle en fait, même s'ils ne s'en rendaient pas compte. Le jeu vidéo jouit aujourd'hui d'une place de choix sur le plan économique et culturel européen. C'est un média à considérer plus que sérieusement, amené à prendre de plus en plus d'importance dans notre quotidien. Sans le savoir, vous êtes peut-être vous-même des joueurs.